Bonjour à tous les internautes, à tous les trailblazers. Nous avons toujours le plaisir d'inviter ceux qui innovent dans cette période de crise. Je m'appelle Olivier Derrien, je suis le directeur général de Salesforce en France et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anne-Catherine Péchineau, qui est directrice générale de la société Rent-A-Car. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme le veut la coutume, la première question, c'est de vous permettre de nous présenter votre société, votre groupe, pour qu'on la connaisse un peu mieux, sa taille, son histoire, son activité. Alors, Rent-A-Car, c'est une société qui loue des voitures et comme notre nom ne l'indique pas, nous sommes un acteur français situé uniquement en France, avec la particularité de faire de la location de véhicules sur le marché de la proximité, ce qui veut dire qu'on n'est pas en aéroport et vous ne trouverez pas à l'intérieur des gares. Et nous servons principalement 3 typologies de clientèle. Les particuliers, par exemple, parce que vous n'avez pas de voiture, vous en avez besoin d'une plus grande pour partir en vacances. Les professionnels, artisans, très grandes entreprises. Et puis également tout le marché du véhicule de remplacement. Si vous tombez en panne, il est fort à parier que vous irez prendre un véhicule de remplacement dans une agence Rent-A-Car, puisque nous avons 440 agences sur l'ensemble du territoire français, donc un fort maillage territorial. Et vous avez, cette société a été créée quand? C'est une société qui date de longtemps? Cette société a été créée il y a une trentaine d'années, d'abord avec une seule agence de location en démarrage qui était sur Aubervilliers, puis petit à petit l'agence s'est développée. Il y a eu une seconde, une troisième agence qui s'est développée et on s'est développé ensuite sur un modèle à la fois de succursales et de franchisés. Donc on fait actuellement 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 millions qu'on fait à travers nos succursales et 50 millions à travers un réseau de franchisés. Alors, le succursale, ça veut dire que c'est des employés que vous avez directement dans votre société? Exactement, tout à fait. Nous avons environ 700 salariés en direct. Et ensuite, les franchisés, ce sont des gens qui sont en fait franchisés avec un contrat de franchise. Qui sont franchisés avec un contrat de franchise, soit qui font ça en activité principale, soit qui ont une activité complémentaire de type dépannage, notamment pour le véhicule de remplacement. D'accord. Et si vous deviez résumer aujourd'hui votre différenciation par rapport à tous vos concurrents, parce que c'est un marché fragmenté où il y a beaucoup de monde. Alors, c'est un métier où on fait vraiment de la proximité, c'est-à-dire qu'on fait, nous, un métier de commerçant et on est vraiment centré sur le client. Donc, on a des agences qui ont une grande autonomie et des vraies différences puisque nos clients sont partout différents. Donc, on est vraiment comme quand vous allez acheter votre bouteille de vin en grande surface, qui fait un métier d'industriel, ou si vous allez chez le petit caviste de votre rue qui connaît vos habitudes et qui sait que vous aimez telle ou telle typologie de bouteille de vin. Mais nous, on fait un peu la même chose pour la voiture. D'accord. Et alors, si vous êtes d'accord, parlons un petit peu de cette époque particulière dans laquelle nous vivons. Donc, je fais un petit flashback en arrière. Nous sommes février, mars en France, début mars, mi-mars. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Comment vous avez vécu cette crise de façon spécifique? Alors, on l'a vécu fortement puisque sur la mobilité s'est arrêtée en France. Donc, je dirais début mars, lors des annonces gouvernementales, tout change et rien ne change à la fois. Tout change parce qu'on a une vague d'annulation absolument incroyable et qu'on se dit il faut qu'on fasse attention à nos voitures, il faut les faire rentrer. Rien ne change parce qu'on avait anticipé un certain nombre de choses d'un autre côté. Donc, le siège était déjà en télétravail depuis on va dire, le début mars. Donc, on était prêts, notamment parce que notre siège est situé à Joinville-le-Pont et que nos collaborateurs viennent en transport en commun. Donc, assez vite, on s'est dit, c'est pas raisonnable. En tant qu'entreprise, il faut également qu'on lutte contre la propagation du virus. Donc, on avait mis les gens en télétravail. Et puis, rien ne change parce que les loueurs font partie des entreprises qui ont le droit de rester ouverts pendant le confinement. Et donc, assez vite, on doit prendre la décision. Est-ce qu'on reste ouvert? On savait qu'on aurait une forte chute d'activité ou est-ce qu'on ferme pavillon? Et on prend vite la décision de rester ouvert, puisqu'on se dit, si on a le droit de rester ouvert, c'est qu'on doit contribuer à l'effort de la nation, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de véhicules de location. Donc, on prend la décision de rester ouvert, qui a été une décision quand même compliquée à prendre, on va dire personnellement. On sait que diriger, c'est prendre des risques. Et s'il y avait bien un moment où on n'avait pas le droit de prendre de risques, c'était à ce moment-là, puisqu'il en allait de la sécurité et des clients et du personnel. Donc, on a vraiment pris cette décision en concertation avec l'ensemble du comité de direction, mais également du management intermédiaire, et on a décidé de rester ouvert, et 85% de nos agences sont restées ouvertes pendant tout le confinement. Donc, vous avez eu pas énormément de gens en chômage partiel, ou vous avez dû quand même
Alors, on a fait un système qui était au siège une grande partie des gens en chômage partiel parce qu'il y avait quand même une partie de l'activité qui a diminué. En agence, un système un peu différent, des grosses agences qui ont continué à tourner parce qu'elles fournissaient des véhicules, notamment à toute la chaîne du transport et de la logistique qui sont venus livrer les Français. Hein. Oui. Quelque part, les Amazon, les Deliveroo, etc., ben, ils avaient besoin de véhicules pour pouvoir tourner. De temps en temps, ils ont pris des véhicules chez nous. Et puis des autres systèmes où on a mis une partie des équipes en chômage partiel et où on avait une partie des collaborateurs qui étaient en télétravail et qui se déplaçaient en agence sur rendez-vous quand il y avait des besoins, parce qu'on a eu quand même une baisse d'activité très nette. Hein. On a 440 agences. Au plus fort de la crise, on faisait tout au plus 200 départs par jour. Donc, ça veut dire moins d'un départ par jour et par agence. Donc, on avait largement le temps de s'organiser. Et dans l'organisation du travail, des gens qui ont fait plus de télétravail, donc un équilibre différent dans leur vie professionnelle, est-ce que vous avez, je ne sais pas, innové ou vous avez dû faire des choses particulières pour les intégrer toujours dans l'entreprise ou leur permettre de collaborer avec leurs collègues? Alors oui, bien sûr, on a fait un apprentissage assez rapide de tas d'outils collaboratifs, Teams, Zoom, et puis on a aussi, je me suis aussi très vite dit qu'il fallait qu'on communique très régulièrement avec les collaborateurs et qu'il fallait rassurer. Et donc, on a mis en place une vidéo hebdomadaire de 6-7 minutes tous les vendredis où je donnais à l'ensemble des collaborateurs des informations sur les chiffres, l'activité, mais c'était également un moyen pour moi de passer des consignes de sécurité. On est dans la location de voitures. Les gens louent des voitures qui peuvent être porteurs du virus et il était extrêmement important que les procédures de nettoyage et les consignes de sécurité soient bien rappelées. Et alors, c'est intéressant ça, cette initiative. Est-ce qu'elle existait auparavant, la crise, ou elle n'existait pas? Non, elle n'existait pas avant la crise. Donc, ça a vraiment été un rituel pendant toute cette crise. Et d'ailleurs, on a décidé de le continuer. Maintenant, je fais une vidéo par mois pour annoncer les chiffres du mois. Et on a décidé d'ailleurs, puisqu'on a déménagé, nous, pendant la crise, dans notre nouveau bâtiment, de mettre un studio vidéo de façon à pouvoir tourner un certain nombre de vidéos et de pouvoir faire passer des messages parce qu'on s'aperçoit que le contenu visuel, audiovisuel est quand même bien mieux qu'un mail que les gens lisent pas forcément. Alors vous voyez, donc ça c'est intéressant parce que c'est typiquement un bon exemple d'innovation ou de transformation un peu pendant la crise que vous allez, vous venez de nous le dire, prolonger après la crise. Et ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup les dirigeants avec qui je parle, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette crise qui a touché plus ou moins tout le monde profondément, plutôt plus profondément d'ailleurs que pas profondément, pour la sortie de crise ou pour le lendemain. Est-ce que vous avez réfléchi avec votre comité de direction à ça? Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce genre de réflexion? Oui, ça va être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de communiquer également. Donc ça, de façon nette, l'exemple de la vidéo en est un, l'exemple du télétravail en est un. Ensuite, cette crise nous a obligés à digitaliser nos process de façon beaucoup plus rapide. Dans la location de voitures, il y a beaucoup de points de contact avec le client. On avait déjà digitalisé les états des lieux, mais pendant la crise, on a décidé qu'il fallait qu'on fasse de la location sans contact. Donc maintenant, l'intégralité de notre process est digitalisée. La signature se fait de façon électronique. Et ça s'est fait en 10 jours en disant aux équipes, il n'y a pas le choix là. C'est vraiment maintenant qu'il faut s'y mettre. Et on s'aperçoit que quand tout le monde se focalise sur un sujet, on est capable de sortir des choses de façon beaucoup plus rapide. Donc, une autre des conséquences, c'est qu'on va choisir nos combats et qu'on va arrêter de se disperser sur des tas de projets. On va choisir les projets importants et on va aller jusqu'au bout en faisant du test and learn comme on fait tout le temps. Et puis après, l'autre leçon que j'en tiens, c'est qu'il faut vraiment collaborer ou communiquer. Nous, dans la gestion de cette crise, les instances, les représentants du personnel ont joué un rôle vraiment formidable pour nous aider à continuer, trouver des solutions. On a eu beaucoup de réunions avec eux. On les a invités d'ailleurs. Moi, je les ai invités à nos réunions hebdomadaires avec les chefs de région de façon à ce qu'on puisse parler ensemble des difficultés sur le terrain. Et il faut vraiment, voilà, quand on collabore tous et qu'on va tous dans le même sens, qui est le sens quelque part de la pérennité de l'entreprise, mais également de la sécurité des collaborateurs et des clients, parce que pendant cette période, c'était vraiment ça qui était important. Oui. L'intelligence collective fait qu'on trouve des solutions et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, quoi. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a en effet, grosso modo, deux groupes. Il y a ceux qui sont paralysés ou qui se paralysent, et puis il y a ceux comme vous qui, en fait, ont décidé de se serrer les coudes
et de se mettre autour de la table, mais ensemble, et d'écouter, en fait, de s'écouter plus les uns les autres, de collaborer sans doute mieux, tous animés par je dirais un même objectif, y compris les acteurs sociaux que vous venez de citer. Et c'est sans doute une opportunité de mieux travailler ensemble, en fait. Exactement. Et de trouver des bonnes idées. J'espère tout simplement que tout ça va aussi perdurer après la crise, quand l'activité reviendra au niveau auquel elle était auparavant pour vous, parce que je pense que c'est source de progrès. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, la diversité des opinions et la mixité, la richesse est toujours source de progrès. C'est toujours, quelque part, c'est plus confortable en tant que dirigeant quand il n'y a pas de voix contradictoire, mais c'est beaucoup moins enrichissant et on va beaucoup moins loin. Donc, c'est vrai que cette crise a permis de montrer qu'il fallait avoir plus de dialogue, alors peut-être dans des réunions de format moins long, plus constructif, sur lequel on va prendre des décisions, être capable de reconnaître ses erreurs. Nous, sur la gestion de cette crise, on a eu de temps en temps des soucis, notamment sur l'approvisionnement des masques, où ça a été une galère sans nom. On a voulu les faire livrer en agence, on se les a fait voler. Mais on s'est aperçu, voilà, on s'est mis autour de la table en se disant qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on refasse la prochaine fois pour apprendre de nos erreurs. Et ça, c'est également extrêmement important de sortir le positif de tout et de tirer les enseignements. Vous savez, Anne-Catherine, en vous écoutant, un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot confiance. Parce que, en fait, si la confiance existe au sein d'un groupe, petit, moyen ou grand, en fait, l'écoute est meilleure et il n'y a pas d'effet négatif. Il y a simplement un groupe d'individus, vous dites intelligence collective, tournés vers le même objectif. Et donc, je crois que les dirigeants devraient beaucoup plus réfléchir à comment gagner la confiance de tous les différents intervenants, comment faire confiance aussi, et à gagner la confiance, parce que quand il y a la confiance, il n'y a plus de conflit, en fait. On a le droit d'être en désaccord quand il y a la confiance, parce que c'est pour le bien de l'entreprise. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus enrichissant. Oui, je me rejoins complètement, Olivier. Dans les valeurs de Rent-A-Car, la première des valeurs qu'on a inscrites, c'est la convivialité. C'est vraiment quelque chose à laquelle on est très attaché. La convivialité, la confiance, la clarté également. Et on est vraiment, moi je crois vraiment à la symétrie des attentions. On est une entreprise qui est très orientée sur le client, mais vous ne pouvez pas avoir de symétrie des attentions si vous n'avez pas de la bienveillance et de l'attention pour vos collaborateurs. Et cette crise, elle a vraiment aussi accéléré tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des collaborateurs qui sont en agence, qui sont quelque part en contact direct. Il faut se remémorer la situation au 15 mars, ceux qui étaient derrière les comptoirs, et ils pouvaient avoir peur légitimement. Et vous ne pouvez pas leur demander de faire ça si vous n'avez pas une symétrie des attentions, si vous ne faites pas attention à eux, à leur sécurité, à la sécurité de leur famille. Voilà. Et c'est extrêmement important et ça permet de recentrer l'entreprise sur ses fondamentaux qui sont de servir des clients, mais également d'avoir des collaborateurs qui sont épanouis et heureux et qui trouvent du sens à tout ça. Je suis très content que vous m'ayez parlé des valeurs de l'entreprise avant même que je vous pose la question, vous voyez. Parce que c'est sans doute dans ces périodes de crise, d'ailleurs, où on a le plus besoin de valeurs fondatrices, d'endroits, de pouvoir s'appuyer sur ces éléments clés. Vous avez cité en fait confiance, vous avez cité convivialité, vous avez cité bienveillance, vous avez cité clarté, vous avez cité symétrie des attentions. Donc ce sont les valeurs de votre société et je vous en félicite. Et je pense qu'elles se consolident elle se consolide pendant cette crise et j'espère que vous allez continuer à les faire vivre au jour le jour avec vos employés, avec vos franchisés, avec vos partenaires. Oui, j'espère aussi. Et en tout cas, on est très déterminés à le faire. Et puis, ce qui est important dans une entreprise, c'est que les valeurs, ce ne soit pas un seul homme ou une seule femme qui les porte et qu'elles soient vraiment partagées par tout le monde dans l'entreprise et comprises et incarnées. Et c'est ce qui permet à une entreprise de durer 30 ans. Alors, Anne-Catherine, ça sera le mot de la fin et c'est la meilleure façon de terminer en parlant des valeurs et avec une perspective d'avenir. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous votre retour d'expérience. C'était très enrichissant. Merci à vous, Olivier. Alors maintenant, un petit message à tous les internautes. Donc n'oubliez pas, si vous aimez cette émission, n'oubliez pas d'utiliser votre pouce et de nous le faire savoir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, Salesforce, parce que ainsi nous pourrons vous envoyer en temps réel toutes les alertes dont vous aurez besoin. Merci beaucoup encore une fois Anne-Catherine et à bientôt à tous pour le prochain épisode. Au revoir.